Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pédis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Donc nous continuons à étudier le fonctionnement du Sodalitium Pianum. Alors, voici quelques précisions ultérieures sur l'origine et le but de la correspondance de Rome et sur sa ligne de conduite. C'est sur ces entrefaites, et pour suppléer précisément à la mauvaise information des journaux religieux, surtout français, que la correspondance de Rome fut fondée. L'Osservatore Romano était le journal officiel du Saint-Siège. La correspondance de Rome se contentait d'être son ami, son allié, de sorte que, sans avoir une autorité beaucoup moindre, elle conservait, plus que son grand aîné, la liberté de ses mouvements. Elle pouvait même accidentellement être désavouée. Elle a toujours l'aspect beaucoup moins d'un journal que d'un bulletin d'information, de documents, de notes faciles à répandre et à reproduire. On y lit des notes romaines très sûres et de bonnes lettres du monde entier. La politique de la correspondance de Rome vis-à-vis de la France était naturellement celle de Saint Pédis. Donc ni intransigeante, ni libérale, mais tout simplement clairvoyante, loyale, opportune, sans opportunisme, en un mot, catholique. Le faux libéralisme n'a jamais eu prise sur elle. Elle sait trop où l'adversaire veut en venir, à la dissociation progressive de l'Église de France et du siège romain et à la décatholicisation de notre pays. C'est pourquoi, sans se fermer en principe à aucun accommodement légitime, elle encourage ce qui reste en France de catholicisme à s'organiser. Elle pousse à résister à un pouvoir qui ne respecte que les forts. Politique, donc, de cette correspondance de Rome, politique très simple, qui n'est pas commandée seulement par l'intérêt particulier de l'Église de France, mais aussi par celui de l'Église universelle. La France étant le centre d'une guerre anticatholique qui se livre à cette époque, comme maintenant, dans le monde entier. Donc avec une politique pareille, la correspondance de Rome devait fatalement, comme Pédis, heurter tous ceux qui ont l'esprit de négociation, beaucoup plus que l'esprit de combativité, ceux qui recherchent tout le temps des compromis. D'autant plus qu'elle s'exprime, cette correspondance, elle s'exprime généralement avec une netteté et une vigueur plutôt française, dont la prose enveloppée et flasque de nos croix nous a depuis longtemps débarrassés. Elle ne tarda pas à devenir donc odieuse, cette correspondance de Rome. Elle ne tarda pas à devenir odieuse à tout le libéralisme. La Croix, dédaigneusement, l'a passée sous silence. Le bulletin de la semaine, les débats, le Figaro, tantôt la raillait de son manque d'autorité, tantôt l'accusait de l'excès contraire, et constamment lui faisait reproche de prétendues mauvaises dispositions contre l'épiscopat et la France. Mais un journal, ce sont des journalistes.
Il fallait donc prévoir que la haine aurait tôt fait de rechercher les personnes de chair et d'os qui rédigeaient la correspondance ou qu'on supposait qu'il la rédigeait. Et c'est ainsi que furent produits au grand jour le nom de Benigni et de Rocafort. Monseigneur Benigni occupait alors au Vatican le poste de sous-secrétaire aux affaires ecclésiastiques extraordinaires. Il n'était pas le directeur de la correspondance, contrairement à ce qui se répétait tous les jours, mais organisateur, chargé du service de la presse à la secrétairerie d'État. C'était auprès de lui que, évidemment, venaient naturellement s'informer les rédacteurs de la correspondance comme les autres. Et puis c'était de lui qu'il s'inspirait à l'occasion. Monseigneur Benigni, on l'a vu, est un des prélats les plus intelligents d'une curie, où il y en a beaucoup, ancien professeur d'histoire à la propagande, ancien rédacteur en chef à la Voce della Verità de Rome, auteur d'une histoire sociale de l'Église. Il a puisé dans les livres et dans la vie une rare connaissance des hommes et des choses politiques. Et il possède de la France actuelle, de l'époque, une information aussi sûre qu'abondante. Donc tout cela c'est ce que dit Rocafort, hein. C'est dans la personne de ce prélat que les mécontents vont incarner la correspondance de Rome. C'est sur lui qu'ils vont poursuivre dès les premiers jours la vengeance des sévérités de cette feuille à leur égard. Excellente tactique, semblait-il, pour ne pas paraître attaquer le cardinal secrétaire d'État, tout en l'atteignant par-dessus la tête de son subordonné. Donc voilà quelques précisions sur l'origine et le but de cette correspondance de Rome. Alors, ensuite, quelques notes sur la rapidité et la précision des informations de cette correspondance de Rome par l'intermédiaire de correspondants dont l'un est Rocafort lui-même. Avant cette polémique, on s'était inquiété quelque peu de la personnalité de ce Rocafort et du bulletin auquel il apportait sa collaboration et ses informations, donc à savoir la correspondance romaine. On s'étonnait un peu dans le monde catholique de voir qu'il y avait en France un homme qu'on sentait toujours invisible et présent, qu'on sentait interposé entre le Vatican et les évêques et les catholiques français. On était surpris aussi que tous les élans de libéralisme provenant du monde catholique français fussent immédiatement dénoncés dans ce journal qui s'appelait La Correspondance romaine. Alors, les adversaires de l'Église, surtout les modernistes, sont contraires, jusqu'à l'obstination, à la correspondance qu'ils croient un organe officieux du Vatican et du pape. Exemple, Loisy. Il accuse la campagne de la correspondance contre lui-même et contre le professeur Bureau, autre moderniste. Loisy parle de son ami Tyrrell, moderniste anglais, qui, dans une lettre adressée au cardinal Ferrata, a renouvelé, écrit-il, la proposition qu'il a déjà faite, mais en demandant rectification officielle des fausses nouvelles données par cette dégoûtante correspondenza romana. Après l'excommunication majeure qui lui a été infligée, il cite les paroles, certainement
pas très douce, de la correspondance à ce sujet. Ici, je cite Loisy. Commentant la sentence du Saint-Office, l'organe de Méry-Delval et de Benigni disait « Le décret qui frappe cet ecclésiastique a été accueilli par tous les catholiques sincères avec une douloureuse satisfaction. Désormais, les blocards, les juifs, les modernistes et les francs-maçons peuvent applaudir Loisy. L'histoire nous enseigne ce que vaut l'applaudissement immoral des ennemis du Christ. » Citation qui se trouve dans le journal Le Siècle du 15 mars 1908. Alors Loisy reparle de la correspondance qui lui déplaisait souverainement, mais il donne aussi un magnifique témoignage de la bonté de Pidis envers lui. Je ne sais pas si je vous ai raconté un trait aussi bizarre en son genre que la vie dont vous me parlez. Un curé de Châlons, qui est mon ami depuis le séminaire, étant chez le cardinal de Reims, a reçu de celui-ci l'assurance que Pidis avait dit au nouvel évêque de Châlons, successeur de Latti, « Vous allez être l'évêque de Loisy. À l'occasion, traitez-le avec bonté. Et s'il fait un pas vers vous, faites-en deux vers lui. » Dans ce même temps, la Correspondenza Romana imprimait que j'ai vendu le Christ aux Juifs et aux protestants. Encore une fois, toute cette comédie ne m'intéresse pas. Avance et menace, tout cela se vaut, quoique le langage de la haine soit, dans tout ce monde officiel, plus naturel et plus sincère que l'autre. Ils sont surtout impuissants et ils ne peuvent pas s'empêcher de le sentir. Voilà ce qu'il écrit au baron von Hügel. Ailleurs, mon appréciation aurait dû être plus nuancée. La haine en service payé, parlée dans la Correspondenza Romana, le désir de conciliation dans la bouche de Pidis était sincère, mais continuait d'être subordonné à des conditions inacceptables dont le pape lui-même ne mesurait pas la portée. Donc en conclusion, après les exemples donnés, on peut dire que la Correspondenza Romana fut l'œuvre privée de Monseigneur Benigni, non prévue dans les statuts du Sodalitium et indépendante à l'égard du Saint-Siège. Un petit bulletin pas du tout secret, parce que tous pouvaient s'y abonner librement. Un petit bulletin très diffusé, très influent, craint, parce que beaucoup le croient, mais de façon erronée, ils le croient organe du Vatican, ou au moins inspiré par lui. Et finalement, un petit bulletin très informé sur tous les mouvements et toutes les attitudes qui pouvaient intéresser la vie catholique dans toutes ses manifestations les plus variées. La Correspondenza avait seulement quelques organes qui lui étaient directement liés ou qui dépendaient d'elle. L'immense majorité de la presse dite intégrale ou bien existait déjà avant, elle préexistait déjà, ou même si elle était contemporaine de par sa fondation ou postérieure à la Correspondenza, elle en était indépendante. Elle lui était unie seulement par l'orientation et par l'esprit. D'où la grave équivoque de considérer la presse intégrale comme organisée et inspirée par Benigni. D'où aussi le fait que certains excès, certaines imprudences, certains manques de charité et de justice qui pesèrent sur quelques feuilles intégrales isolées furent indirectement attribués au chef d'orchestre supposé, Monseigneur Benigni, et au Sodalitium, ou à la Correspondenza, ou aux trois.
L'Agence internationale de Rome, AIR, autre entreprise de Benigni, semble avoir été une affaire exclusivement privée, exclusivement sienne, ou de l'un de ses parents, et n'a rien à voir non plus avec le Sodalitium Pianum ou la Correspondenza, à l'exception peut-être de quelques idées communes sur l'usage des informations. Et puis l'Agencia Urps est postérieure à la dissolution définitive du Sodalitium Pianum en 1921. Et elle est en dehors de toute discussion pour la cause de Pie X. Voyons maintenant la question du secret, du code, du complot, entre guillemets, moderniste, le contre-complot ou encore la charbonnerie noire, entre guillemets. Il faut ici se souvenir des paroles du cardinal Gaspari au procès ordinaire romain. Le pape Pie X, dit-il, approuva donc, bénit et encouragea une association occulte d'espionnage en dehors et au-dessus de la hiérarchie, ainsi que les éminentissimes cardinaux. En somme, il approuva, bénit et encouragea une sorte de maçonnerie dans l'Église, chose inouïe dans l'histoire ecclésiastique. Voilà l'accusation de Gaspari au procès romain. Alors, cette accusation, qui est grave, avait été proposée, avant même Gaspari, plusieurs fois, dès les dernières années de Pie X, et elle continue encore à être répétée, sans que personne ait pris la peine de contrôler sérieusement la question. Et pour consolider cette accusation, et pour l'aggraver, on allègue le fait de l'existence d'un chiffre spécial. On verra ça la prochaine fois. Pour la correspondance entre Monseigneur Benigni, ses correspondants et les membres du SP. C'est tout juste s'il n'y avait pas une puce qui était installée dans la peau de certains. Alors, quant aux accusations d'espionnage envers la hiérarchie, le Sodalitium Pianum fut-il vraiment une société secrète? Oui et non, ainsi que Monseigneur Benigni ne se fatiguera jamais de le dire. Une organisation qui a demandé et qui a obtenu de l'autorité ecclésiastique suprême une approbation au moins générique de ses idées générales n'est pas une société secrète dans un sens absolu. Il était prévu dans les statuts que les groupes externes, comme les conférences de Saint-Pierre, il était prévu que les groupes externes rattachés au Sodalitium Pianum soient communiqués à la Sacrée Congrégation consistoriale, avec également le nom du chef de groupe. Donc jusque-là, il n'y a pas de véritable difficulté. Le Sodalitium Pianum, en tant que tel, était connu, directeur, membre de la Diète, groupes extérieurs, tout cela était connu de l'autorité compétente. La véritable difficulté fut au contraire bien autre. Le secret de l'action, du fonctionnement du Sodalitium Pianum, c'est là que réside le véritable nœud. Ce n'est pas pour rien que le cardinal Delay, durant les longues tractations pour l'approbation définitive du Sodalitium, approbation qui ne vint d'ailleurs jamais, c'est là qu'il insista souvent sur ce point, et ce fut précisément le secret du fonctionnement extérieur, avec tous les inconvénients qui étaient liés,
qui fit finalement échouer le Sodalitium Pianum. Benigni partit avec ce préambule qui, au moment où surgit le Sodalitium Pianum, n'était pas objectivement sans fondement. C'est-à-dire, les adversaires de l'Église, surtout la maçonnerie, qui alors dominait dans beaucoup de gouvernements civils et dans de nombreuses institutions. Donc les adversaires de l'Église, surtout la maçonnerie et le modernisme, qui était alors au comble de ces multiples manifestations, cette maçonnerie et ce modernisme, pour assurer l'efficacité de leur propre action, se servaient, dans une très large mesure, du secret, ce qui revient à dire d'une action et d'un fonctionnement caché, insaisissable, avec toutes les astuces, les tromperies nécessairement liées à un tel système. Or, et ce fut là une des convictions les plus profondes de Benigni, pour combattre un ennemi qui fait du secret son arme la plus efficace, il faut se servir de la même arme, avec la même désinvolture, sans pitié, pour découvrir, pour prévenir, pour contrôler. Et en ce qui concerne le modernisme, son premier historiographe, c'est un prêtre défroqué, Houtin, 1867-1926, grand ami de Loisy, qui, avec son histoire du modernisme en 1913, devint un véritable panégyrique de Pidis. Or, Houtin, lui-même moderniste, pendant de nombreuses années, s'éloigna du modernisme, mais sans pour autant revenir à l'Église, puisqu'il avait défroqué. C'était un pamphlétaire passionné. Certaines de ses œuvres, d'ailleurs, ont fini à l'index. Il insiste fortement, Houtin, sur le complot international. Le complot international des modernismes comme un fait réel dont il indique les acteurs et les chefs. Loisy, au contraire, même s'il était ami de Houtin, était peu favorable à Houtin, malgré les relations qu'il eut avec lui pendant de nombreuses années, et Loisy nie, au contraire, l'existence de ce complot. Il serait l'œuvre de l'imagination de Houtin. Mais avant tout, il serait l'œuvre surtout de Monseigneur Benigni, pour pouvoir mieux impressionner les milieux de Rome et du Vatican, et pour pousser ainsi Pidis à prendre des mesures draconiennes. Quand on parle de complot, évidemment, ça pousse à prendre des mesures draconiennes. Syllabus, encyclique en 1907, serment antimoderniste, prescription semblable en 1910. Alors voici l'intéressant texte de Loisy. Il s'agirait donc maintenant de conjurer un si grand péril, le complot moderniste. Mais force est bien de remarquer d'abord que cette association secrète, entre guillemets, dont Pidis dénonce les manœuvres ténébreuses, cette franc-maçonnerie internationale qui aurait poursuivi insidieusement sa propagande dans l'Église catholique, n'a jamais existé. C'est quand même un comble. La Corrispondenza Romana, de calomnieuse mémoire, en avait parlé souvent. La pieuse et fidèle Action française, entre guillemets, faisant écho le 13 septembre 1910 au document pontifical, donnait des précisions dans un article sensationnel sous la signature Aventino, que je cite. C'est surtout vers le jeune clergé qu'est dirigée l'attention de la Carboneria moderniste. Aussi a-t-elle cherché à placer des créatures et des espions dans tous les séminaires, universités, instituts, facultés catholiques. On peut dire, presque sans faire d'erreur, qu'aucun de ces centres n'est indemne. Ces créatures et ces espions
à qui l'on fournit souvent de bourses d'études pour faciliter leur mission, sont chargés de faire une propagande discrète, habile parmi les camarades, et de noter tout ce qui peut intéresser le mouvement, rapport sur les camarades et les professeurs. La Croix ne manqua pas, poursuit Loisy, de reproduire cette information terrifiante de l'action française, signée Aventino, qui était fausse, comme étant une assertion du pape. Les études, la revue des Jésuites, du 5 novembre 1910, comprenant qu'un mensonge trop absurde peut avoir plus d'inconvénients que la vérité, rectifie par l'organe du père de la Brière l'information d'Aventino, en tournant le plus agréablement du monde le démenti qu'elle donnait implicitement à Pidis lui-même. L'hypothèse paraît gratuite et invraisemblable. Le motu proprio pontifical garde assurément toute sa raison d'être, sans que le modernisme possède la moindre carboneria internationale. Ce qui est vrai, c'est qu'une agence internationale de délation, appelée le Sodalitium Pianum, dirigée comme la Corrispondenza Romana par Monseigneur Benini, a été organisée en ce temps-là, 1910, sous les auspices du Vatican pour l'extirpation de l'hérésie moderniste. On a pu justifier aux yeux du pape l'institution de l'agence secrète des délateurs, en inventant l'agence secrète de propagande moderniste. Mais à chacun sa gloire, au pape, à Méry del Val et à Benini, celle de leur agence d'espionnage. Au modernisme persécuté, les pauvres, celle d'avoir été calomnié par le pape et ses satellites. Le modernisme, et ce fut une de ses faiblesses, dit Loisy, n'a jamais eu aucune organisation, ni nationale, ni internationale. En œil. Même ce petit groupe italien de Nova et Vetera, dont l'existence fut éphémère, et qui essaya d'organiser internationalement sa rédaction, n'eut pas la prétention d'instituer la franc-maçonnerie qu'imagina et que dénoncèrent Pidis et Aventino. Mais si la raison du nouvel acte pontifical était fictive, les mesures qu'il prescrivait entrèrent dans l'ordre de la réalité. Peu après l'éclat du bref à Comer, la Corrispondenza Romana, la correspondance romaine, que lançait alors Monseigneur Benini pour appuyer la campagne antimoderniste, annonça un grand complot de catholiques allemands et anglais formés en société secrète qui voulaient moderniser l'Église en commençant par l'abolition de l'index. Fiction grandiose, en rapport avec des incidents sans portée, mais il fallait bourrer les crânes catholiques en vue de grands coups dont Pidis allait frapper le modernisme. On s'en doutait dès avant la publication du décret Lamentabili. Ainsi, l'Italie, du 13 juillet 1907, dit « Il fallait justifier par avance les mesures de rigueur prochaines contre les modernistes ». Le baron von Hügel me dit dans quelles conditions il a souscrit au monument Schell. Quant à l'autre affaire, il y est aussi étranger qu'aux lettres romaines, et il l'apprécie à sa juste valeur en disant que l'organe de Méry del Val a fait d'un document très timide et correct une ligue secrète internationale. On pouvait lire en effet dans la correspondance cette citation de la semaine religieuse de Paris du 20 juillet 1907. On projetait d'organiser une ligue internationale contre l'index. C'était une véritable franc-maçonnerie avec toutes les caractéristiques de la secte odieuse et en premier lieu l'obligation sur l'honneur
de garder le secret le plus absolu, quel que puisse devenir dans la suite la nature des actes de la Ligue. On aurait donc marché à l'assaut de l'Église, sans même savoir au juste ce qu'on faisait, ce qu'on voulait, quelques-uns seulement, les chefs, gardant tout le secret du plan de campagne, dont la lutte contre l'index et son autorité ne devait être qu'une étape, mais une étape importante. Le mouvement venait d'Allemagne. Invention grotesque, dit Loisy, mais qui a été bientôt reportée sur le modernisme, auquel ses adversaires, Houtin compris, ont attribué le dessein machiavélique de détruire l'Église. Cependant, poursuit Loisy, le livre de Houtin s'imprimait fort lentement, lui-même le constate dans une lettre du 19 juin 1912, il m'envoyait les épreuves à mesure. Je dois dire qu'il acceptait volontiers les corrections de détails pour les erreurs de faits facilement vérifiables, mais c'était temps perdu de critiquer ses jugements sur les personnes ou ses interprétations de faits et de textes. Ainsi, jusque dans son autobiographie, il a maintenu son idée d'une sorte de conspiration ourdie par des personnes étrangères à l'Église pour détruire celle-ci par le moyen du modernisme. De ce complot, Paul Sabatier, un autre moderniste, aurait été l'un des agents les plus convaincus et les plus actifs. Cette singulière fantaisie, dit Loisy, se rencontre déjà dans l'histoire du modernisme. En vain, je l'ai combattu, en demandant des preuves, en alléguant que le caractère de Sabatier excluait l'hypothèse d'un semblable machiavélisme. Et puis, plus loin, Loisy écrit encore, à plusieurs reprises, Houtin, à propos de Sabatier, a parlé d'un complot ourdi par des incrédules pour détruire le catholicisme par le moyen des modernistes. Rien n'est plus chimérique. Et puis, il faut ajouter une allusion à ce qu'on a appelé le concile, ou le conciliabule moderniste de Paris et de Molveno. Pour honorer Fogazzaro, un grand, entre guillemets, moderniste, ou plutôt petit mais grand, par la réputation, pour honorer Fogazzaro, on fit des fêtes solennelles à Paris, le 17 décembre 1906, le 25 janvier 1907. Et à cette occasion fut aussi projeté un congrès de chefs modernistes. Fogazzaro, Murri, Gallarati, Scotti, Humbert de la Tour, Tirel, Paul Sabatier, Loisy et d'autres. Mais la chose ne se fit pas à cause de l'absence de certains, parmi lesquels Loisy, qui, dans une lettre au baron von Hügel, écrit ceci: « Je n'ai plus un très ardent désir de prendre part au petit concile qu'on a l'air de vouloir organiser. On n'y pourra échanger que des vœux stériles. Je ne vois pas comment l'on s'entendrait en quoi que ce soit pour une action commune. Nous ne devons rien tenter contre l'Église. Et dans les circonstances, nous ne pouvons rien pour la sauver d'elle-même. » On voit que Loisy, qui connaissait sans doute bien ses amis et toute la gente moderniste, composée de personnes si différentes par leurs études, par leurs intérêts personnels et leurs tendances, avait peu confiance en une véritable et efficace collaboration moderniste. Et il semble qu'il ait quand même eu raison. Plus connu est le congrès de Molveno, qui s'est tenu dans cette localité de villégiature alpestre, dans le Trentin, où le baron von Hügel s'arrêta quelques jours l'été 1907. Il eut des contacts avec les modernistes milanais du Rinnovamento, le renouveau, et tint ensuite un véritable conciliabule. Et se trouvaient réunis, non par hasard, mais pour conférer avec lui,
avec von Hügel, sur la situation religieuse, Fogazzaro, Cassati, Scotti, Muri, Fracassini qui était le savant prêtre à qui Pidis avait enlevé la direction du séminaire de Pérouse, et 4 autres ecclésiastiques non encore frappés. Eutin les nomme, c'était Buonaiuti, Casciola, Marie et Prastelli. Ce n'était pas une réunion banale. Cependant, l'effet concret de cette réunion, qui dura 3 jours, ne fut pas important. Chacun continua dans sa propre direction, sans action combinée. Il semble qu'on ait atteint uniquement à une certaine entente financière. Mais une chose est sûre, assez sûre, il n'y eut pas de la part des différents modernistes un véritable complot général. Il est certain au contraire qu'il y eut surtout en Allemagne certains groupes ou certains autres actifs, plus ou moins modernistes, ou au moins fortement libéraux et anti-romains. L'Index League de Münster est seulement un exemple. De plus, un autre fait est certain. Dans ces temps d'ébullition moderniste, se répandit la manie de l'utilisation, ou plutôt l'abus, des pseudonymes. Le même Loisy, un des grands pères, non pas grand-père, mais un des grands pères du modernisme, en donne l'exemple. Ainsi qu'il l'affirme plusieurs fois, il fit un grand usage des faux noms, surtout à l'époque à laquelle il commença à être fortement suspecté, justement dans le but d'éloigner de lui les soupçons. Et cet usage de pseudonymes était donc très répandu dans ces années-là, et aujourd'hui encore, on n'a pas la pleine lumière sur les auteurs de certains écrits et opuscules. Alors cette grande production d'écrits modernistes, ou de tendances modernistes, dont on ne réussissait pas à identifier les auteurs, pouvait donner l'impression, et de fait elle le donna, de se trouver devant un nombre encore plus grand d'adeptes de la secte. Ce truc augmenta à Rome, aussi il augmenta l'impression que l'on avait affaire avec une masse plus grande de chefs, de sous-chefs, qui n'étaient en réalité, avec cette multiplication des pseudonymes. C'était là un sujet délicat que même Benini aimait volontiers aborder, parce qu'il lui servait aussi à justifier davantage le travail de son Sodalitium Pianum. On pense ensuite au patronage, entre guillemets, pour les ex-prêtres et ex-frères modernistes et non modernistes, qui exista en réalité avec des centres à Paris, Milan, Naples et dans d'autres métropoles européennes, œuvre internationale à laquelle contribuèrent, pour les dépenses, également des protestants, des juifs et des maçons. À Milan, il y avait à la tête de ce patronage d'anciens prêtres, dont un certain Luigi Bossi. Donc en somme, il y eut des indices, des faits qui pouvaient alimenter l'idée d'une collaboration générale dans le domaine moderniste avec direction centrale. Et cette collaboration exista, mais une véritable organisation internationale et unitaire semble quand même devoir être exclue. Or, il ne sera pas facile de dire si Monseigneur Benini, dans son affirmation constante de complot moderniste, était de bonne foi, ou s'il avait lui-même construit ou exagéré l'idée, ou si à Rome, dans certains milieux de la curie, on croyait à l'existence d'un tel complot. Ce qu'il y a de sûr, c'est que Monseigneur Benini crut nécessaire, pour l'anéantissement efficace du modernisme et de ses mouvements,
une action d'information occulte. Et il y employa parfois des moyens habiles et policiers. Le père Soba, lui-même, témoin certainement loyal et sûr, l'atteste. Et c'était peut-être là le point faible. Mais si l'on regarde concrètement les faits, on ne trouve rien d'autre que quelques lettres du Sodalitium Pianum à ses membres et beaucoup de rapports adressés aux différents destinataires de la curie, avec en tête ces mots confidentiels ou personnels, ou même adressés aux membres sub sigillo, c'est-à-dire sous scellé. Donc il semble trop que l'on veuille voir ici des secrets exceptionnels et policiers. Monseigneur Benini, depuis le début de ces tractations, pensa à établir pour les membres du Sodalitium Pianum une sorte de secret légal, semblable à celui qui existe aussi dans les familles religieuses, surtout pour les hauts supérieurs et les assistants généraux, qui est un secret presque naturel dans beaucoup d'affaires et qui est en rien immoral. Secret qui, dans le Sodalitium Pianum, était valable seulement vis-à-vis des étrangers et jamais vis-à-vis des supérieurs ecclésiastiques romains. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.